Je vous présente Éric Fusson, qui est un des piliers de l'association Sciences Ouvertes, à laquelle tu participes depuis une dizaine d'années, je crois, hein, et qui est aussi sur ses loisirs, maître de conférences à l'université qui dans le temps s'appelait Paris 6, Paris 5, c'est ça, et je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant. Voilà. Et qui va nous parler du jeu de fléchettes. Donc, je te passe la parole. Ok, bonsoir. Alors, du coup, je vais d'abord écrire sur le carnet, je ne sais pas peut-être il y a moyen de mettre ça dans l'écran, bref. Donc, on va parler de jeu de fléchettes. Alors, c'est juste un prétexte pour faire des probas. Je ne suis pas un spécialiste du jeu de fléchettes. Et surtout, l'idée, c'est quoi ? C'est en fait de parler d'un peu modestement, de parler de ce qu'on appelle la géométrie aléatoire. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de géométrie aléatoire, mais disons qu'on peut faire des choses élémentaires sans vraiment faire des choses très, très poussées là-dessus. Alors, l'idée c'est la suivante. Alors, je vous propose de jouer aux fléchettes dans une cible carrée, parce que voilà, on a besoin de la cause. On peut adapter le procédé pour faire une cible ronde si vous voulez, mais voilà, je prends le carré, donc de côté 1, donc je paramètre voilà, de 0,1, de 0,1, d'accord. Et je joue aux fléchettes là-dedans. Donc la question c'est, évidemment, le jeu de fléchettes c'est un jeu aléatoire, du coup quand je joue aux fléchettes, je ne suis pas forcément très doué, la fléchette va atterrir à un certain point du tableau carré. Et la question, c'est de savoir dans quelle mesure la phrase « jouer au hasard aux fléchettes dans le carré », dans quelle mesure cette phrase a un sens. Donc la question, c'est que signifie la phrase lancer au hasard une fléchette dans le carré ici. Que signifie la phrase lancer au hasard un point de fléchette, ce que vous voulez, d'accord, un point dans le carré de côté 1. Et en fait, ce que je vais essayer de vous faire comprendre ici, c'est qu'en fait, la phrase au hasard ici, elle n'a pas gros sens à partir du moment où on ne précise pas ce que ça signifie au hasard. Du coup, ce que je vais vous proposer, c'est une méthode pas très compliquée de donner un sens à ce au hasard-là, et de trouver une manière algorithmique. Je vais vous montrer des simulations tout de suite, là, donc c'est des choses qu'on peut tout à fait mettre sur un ordinateur, une manière algorithmique de lancer des points au hasard dans le carré. Et puis surtout, en fait, ce que je veux essayer de faire comprendre, c'est que ça ne veut tellement rien dire au hasard si on ne précise pas les choses, c'est qu'en fait, on peut faire plusieurs expériences aléatoires qui vont mener à des résultats différents. Et donc, voilà, c'est tout ça pour dire qu'au hasard, en sens, ne signifie pas la même chose, il faut préciser ce qu'on veut dire. Alors, ok, on est d'accord qu'un point du carré, je le précise par ses coordonnées x, y, avec x qui est un nombre entre 0 et 1, et puis y, c'est un nombre entre 0 et 0. Donc, l'abscisse ordonnée, voilà, le point est entièrement déterminé par celui x et y. Du coup, choisir un point x, y au hasard, c'est donc choisir l'abscisse au hasard et choisir l'ordonnée au hasard. Avant, on peut se dire que c'est un problème déjà compliqué parce qu'on a deux dimensions, il faut choisir à la fois l'abscisse et l'ordonnée, on peut déjà se contenter de se poser la question, que signifie choisir un point dans 0,1 au hasard. Donc, question plus simple. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que j'écris, mais je vais peut-être écrire plus gros. Que signifie choisir un seul nombre, choisir un nombre x au hasard dans 0,1. Alors, c'est pas une question que tous les probabilistes connaissent, c'est pas le problème.
Une manière très simple de faire ce procédé-là, c'est de dire, comment est-ce que je représente un nombre x dans 0,1 ? Alors 0,1, pas 1, enfin bref, 0,1 vers 1, donc un nombre x entre plus positif, mais strictement plus petit que 1. D'accord, oublions le 1 qui joue un rôle un peu particulier ici. Ce que je dis, c'est que x, c'est quoi ? Je peux le représenter sous forme décimale. Donc c'est 0, quelque chose. Bon. Bon, alors là, c'est simple, du coup. Choisir un nombre au hasard, c'est choisir la première décimale. Donc, alors, la première décimale, par exemple, 1. La deuxième décimale, 2, 0, 9, etc., etc. Bon, mais c'est facile, ça. Combien j'ai de choix possibles, de possibilités pour la première décimale ? J'ai juste à choisir parmi toutes les décimales possibles, c'est-à-dire 0, 1, jusqu'à 9. Et etc. Pour la deuxième décimale, je choisis ici tous les décimales possibles, j'ai à choisir entre 0, 1 jusqu'à 9, etc., etc. Alors le etc., ça pose un peu de problème parce qu'évidemment, si je dois faire ça de façon algorithmique, il faut que je choisisse une infinité de décimales pour ce nombre x là, et je n'ai pas le temps dans l'exposé, de faire une infinité de tirages, donc c'est pas quelque chose que je peux faire algorithmiquement, mais au moins on peut se dire, ok, je ne vais pas aller jusqu'à une infinité de décimales, je vais me restreindre à, par exemple, 20 décimales. Bon, là, on comprend très bien ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? C'est une expérience qu'on aime bien faire en probabilité, c'est on prend une diode. Souvent, en probabilité, on a des exercices où, soit c'est un exercice de... Alors, je ne sais pas si au collège on a vraiment ce genre d'exercice. Au lycée, en tout cas, si je me souviens bien, on avait des exercices, soit c'est des exercices de tirage de cartes. Alors, il fallait calculer la probabilité de trouver telle carte quand on prenait, je ne sais pas combien de cartes, bref, ou alors c'était des tirages durs. Alors, du coup, il fallait calculer la proba qu'il fallait, je ne sais pas, telle boule est noire parmi tout un tas de choses. Enfin, bref. Là, vous voyez ça comme une façon très élémentaire de justifier le fait que faire des expériences dures, c'est pas tout à fait stupide. Donc là, la situation est très concrète. Je replie mon diode avec 10 boules. Là, une boule numérotée 0, une boule numérotée 1, jusqu'à une boule numérotée 9. Donc, je vais faire l'expérience, concrètement, 10 boules. Et tant qu'à faire, le mot-clé dans ce genre d'énoncé, c'est indiscernable. Indiscernable, c'est juste le mot-clé pour dire que la probabilité de choisir une telle boule est indépendante du mot de la boule, autrement dit. La probabilité de choisir la boule 0, c'est pareil que la probabilité de choisir la boule 1, c'est etc., etc. C'est pareil que la probabilité de choisir la boule 9, c'est du coup un dixième, puisque la somme vaut 1, et du coup j'ai 10 boules, un dixième fois 10, ça fait 1. D'accord ? Ce qu'on appelle la probabilité uniforme sur l'ensemble des possibilités que vous avez de choisir tel ou tel. Et là, on comprend très bien ce qui se passe, c'est que vous répétez cette opération, vous faites un premier tirage, ce premier tirage, ça correspond au premier numéro que vous allez trouver pour la première décimale, puis vous remettez la boule dans le lieu, vous retirez un autre numéro, et vous avez exactement les 20, vous faites ça 20 fois pour avoir les 20 premières décimales, et vous avez un nombre qu'on peut qualifier de tirer au hasard entre 0 et 1. D'accord ? Alors pourquoi est-ce qu'il est entre 0 et 1 ? Parce qu'il, par définition, il s'écrit comme 0,1 quelque chose. Voilà. Ok, donc ça c'est un tirage. C'est un nombre tiré uniformément entre 0 et 1. Et alors, ça, en tant que tel, si vous faites un seul tirage en probabilité, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que ce qu'on aime bien faire en probabilité, c'est faire des stats, c'est faire des observations empiriques sur un grand nombre de tirages, pas seulement sur un nombre. En fait, ce qu'on va faire, c'est pas juste lancer une fléchette, c'est lancer un certain nombre et constater ce qui se passe. Alors, je ne vais pas faire l'expérience à la main, ça prend un peu trop de temps, donc je demande à mon ordinateur de le faire pour moi. Donc, c'est là où il faut que je partage mon écran. Alors, vous voyez mon écran, là, voilà. Hop. Voilà, donc ça, c'est bon, c'est n'importe quel logiciel de calcul scientifique est capable de tirer à notre place
des boules, d'accord? Donc, je vais commencer doucement. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien l'écran, là. Je ne sais pas s'il y a moyen de mettre un peu d'écran ou pas, je ne sais pas. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je tire, je l'achat de n'importe quel logiciel pourrait faire la même chose. Je tire 10 boules, alors commençons pas, tout simplement, voilà, je tire, ouais, 10 boules, très bien. Donc 10 nombres plutôt. Je tire 10 nombres entre 0 et 1. Et vous voyez, alors là, j'ai fait déjà des choses. Et là, c'est toutes les boules, donc les boules de 0 jusqu'à 9. Et ce petit l'anus ici, c'est juste faire exactement ce que je dis, c'est-à-dire tirer un certain nombre de boules, un certain nombre de fois, et puis multiplier par, il faut les mettre au bon endroit dans les décimales, donc il faut multiplier par 0,1, 0,01, 0,001, etc., etc. Donc il n'y a rien de compliqué là-dedans, c'est juste voilà, quelque chose de très simple, et je lance le truc, voilà ce qui se passe. Donc c'est les petits points bleus que vous voyez sur l'écran, là, je ne sais pas si ça va très bien. Là, j'ai lancé 10 fléchettes sur 0,1. Voilà, donc là, visiblement, il serait parti sur de là qui sont proches de 0, là, je ne sais pas si ça vaut 0, quelque chose. Alors j'ai mis 0 et 1 histoire de fixer les bords, mais en fait, il n'y a pas 0, il n'y a pas 1 dans l'histoire. Donc là, c'est juste celles qui sont à l'intérieur. Ok. Et alors pourquoi est-ce que c'est aléatoire? Ben, évidemment, si je recommence l'opération, comme ça, ben, j'ai un résultat qui est a priori différent si je relance. Alors, on va voir que ça va mieux ça. Voilà, je relance le truc, les points ont changé et on s'en plus. Ok. Alors ça, du point de vue de l'expérience de probabilité, c'est pas très intéressant. J'ai lancé des flèches entre 0 et 1. Ce qu'aiment bien faire les probabilistes, c'est à partir de quelque chose d'aléatoire, d'essayer d'observer quelque chose qui ne dépend plus de l'aléa. Dans le sens où si j'effectue, au lieu de lancer 10 nombres entre 0 et 1, j'augmente le nombre de points que je lance entre 0 et 1. L'idée, c'est évidemment d'observer quelque chose de macroscopique qui ne semble plus aléatoire. Alors ça, c'est tout à fait facile en fait. Au lieu de lancer 10 points, je lance 100, en commençant par 100, donc à faire, je vais essayer de mettre... Ah, pardon, excusez-moi. Je vais essayer de mettre les bons trucs 100, par exemple, très bien. Voilà, on commence à voir quelque chose. Donc là, visiblement, ils se répartissent de plus en plus entre 0 et 1. Alors, évidemment, il y a beaucoup de fils, il y a des trous. Alors, je peux augmenter le nombre de points, 1000. Voilà, très bien. Et là, on commence même l'épaisseur du trait des croix nous semble montrer que finalement, j'ai une répartition macroscopique de nombre de points qui, visiblement, tous les points ont l'air de visiter tout l'intervalle 0. D'accord? Donc, je peux même continuer, le 5000, d'ailleurs, tout ça, c'est un truc à faire. Voilà. Donc là, plus ça va, plus j'ai de points qui, manifestement, se répartissent uniformément sur tout l'intervalle. Alors, c'est pas étonnant, parce qu'on a pris les décimales sans donner de préférence à une décimale par rapport à une autre. Du coup, j'ai tout à fait raisonnable de se dire que mes points, ils vont se répartir uniformément sur tous les segments 0. Alors, je peux zoomer, vous voyez, j'ai beau zoomer, j'ai toujours tendance à voir à peu près le même schéma. Alors, évidemment, si je joue trop, évidemment, je vais voir les points et après, j'ai plus rien. Bon, bien sûr. Bien sûr, parce que là, j'ai juste lancé un nombre fini, point. Mais en fait, ce qu'on observe ici, c'est ce qu'on qualifie en proba de loi des grands nombres. C'est-à-dire qu'à partir de l'expérience probabiliste, que vous lancez un très grand nombre de fois, on observe quelque chose de macroscopique. C'est-à-dire, si je demande à quelqu'un de ce qu'il n'a pas vu au début de l'exposé, de décrire ce qu'il voit sur ce graphe-là, il va me dire oui, c'est quelque chose de continu qui va de 0 à 1. Il n'y a aucune raison à priori de penser qu'il y a une expérience probabiliste derrière qui a permis de générer ce truc-là. Donc cette histoire de loi des grands nombres, c'est exactement le même théorème qui dit que si vous lancez un grand nombre de fois une pièce pile ou face équilibrée, donc une probabilité 1/2 d'avoir pile, une probabilité 1/2 d'avoir face, et que vous la lancez 1000 fois, en gros, ce que vous dit le théorème
la loi des rondeaux, c'est que, en moyenne, vous allez avoir 500 piles et 500 faces. Plus ou moins quelques petites fluctuations, mais l'idée, c'est ça, c'est que la proportion de piles va tendre vers un demi, qui est exactement la probabilité d'avoir pile. Ok, donc ça, c'est pas tellement surprenant, mais c'est quand même une illustration assez saisissante de la loi des rondeaux. Alors, on peut faire des choses rigolotes avec ça. Alors, première chose, par quoi je commence? Ouais, aussi faisons ça. Là, j'ai pris toutes les boules. Donc, j'ai pris toutes les boules de 0 jusqu'à 9. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe si, par exemple, dans mon diurne, j'enlève la boule 0? Enlevons la boule 0. Alors, enlevons la boule 0. Donc là, je prends que, maintenant, dans les décimales que je choisis, j'enlève la boule 0. Donc, chaque fois, je n'ai pas le droit de prendre 0 comme élément d'une décimale. Et là, évidemment, l'expérience change, parce qu'au lieu d'avoir 1/10 pour chaque boule, là, j'ai 1/9 pour chaque boule, puisque je n'ai que 9. Alors, je ne vais pas faire 5000, parce que c'est vous dévoiler la réponse trop tôt. Faisons 10, déjà, pour commencer. Donc, je refais l'expérience. Donc, voilà ce qui se passe. Alors là, du coup, c'est pas tellement spectaculaire. J'ai l'impression que je lance toujours des points de façon au hasard, encore une fois, dans le segment 0,1. Mais je ne peux voir quelque chose de macroscopique que, encore une fois, si je lance un très grand nombre de points dans mon intervalle. Donc, je vais faire 10, je me lance 100 pour commencer. Voilà, très bien. Alors, je suis bien d'accord que ce n'est pas une expérience qu'on peut faire de façon raisonnable en temps fini avec des élèves, hein, parce que déjà, il faut générer 20 décimales et puis le faire plein de fois. Donc là, évidemment, il faut utiliser un ordinateur pour faire ce genre de choses, mais c'est pas n'importe quel ordinateur maintenant. Donc là, 100, alors 100, on commence à avoir des trucs. Alors, je ne sais pas si vous voyez les choses. Alors, ce qui est encore plus rigolo, c'est de faire 1000. Voilà, faisons 1000 directement. 1000, et puis, on avait fait 5000, faisons 5000. Voilà. Et alors la question, c'est un résultat aléatoire qui semble tout à fait différent du résultat précédent. Autant la dernière fois, tous les points se répartissaient uniformément sur l'intervalle 0,1, autant là, je les trouve. Alors il faut juste se convaincre, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde que forcément on doit avoir ce genre de résultat macroscopique là. Mais en fait, si faut en réfléchissant un peu, on constate que c'est forcément ce genre de choses. Alors, et si on analysait ce qu'on voit ici, c'est pas très compliqué. Alors déjà, on constate qu'il n'y a rien entre 0 et visiblement 0,1. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi, mais ça, c'est pas dur. En fait, c'est pas 0,1 la valeur ici. En fait, la question, c'est quelle est la valeur extrême ici, là, sur mon curseur. Je sais pas s'il y a des réponses ici, mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas le droit au 0. Donc, si j'ai pas le droit au 0, j'ai pas le droit d'écrire 0,0 quelque chose. Donc, forcément, la première décimale, c'est au moins 1. Mais du coup, le plus petit résultat que je peux avoir, c'est forcément 0,1, puis quelque chose. Donc là, voilà, c'est ça. Donc 0,111. Donc en fait, le plus petit truc, alors exactement, évidemment, c'est pas un résultat exact. Je ne sais pas si vous voyez là. Ce n'est pas un résultat exact parce que je n'ai pas lancé une infinité de fléchettes, d'accord, mais on se convainc rapidement que la valeur extrême à gauche, c'est forcément 0,111. Donc ça explique le premier trou ici. Ça n'explique pas le fait qu'il y ait visiblement, il y a un trou, puis il y a 9 paquets. D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des paquets? C'est exactement la même chose, c'est que là en fait, il y avait un trou parce que ça concernait la première décimale. J'ai pas le droit au 0 dans la première décimale. Et j'ai le même problème pour la deuxième décimale. Autrement dit, en fait, ce que je suis en train d'essayer de faire comprendre, c'est que si je zoome, donc là, vous voyez, macroscopiquement, ce que je vois, c'est un gros paquet ici. Un trou, puis un gros paquet. D'accord. Maintenant, je vous propose de regarder ce petit paquet-là et de zoomer dessus. Alors, je vais essayer de zoomer correctement. Voilà.
ce que je prétends, c'est que il y a le même problème. Il y a la même figure qui se répète comme ça. Pourquoi? Parce que, évidemment, là, j'ai encore un trou. À partir de 0,1, j'ai encore un trou qui est le 0,001. Et donc j'ai un trou plus 9 paquets. Et si je rezoome encore sur ce premier paquet-là, je vais avoir la même chose. Alors, évidemment, j'ai lancé un nombre fini de points, donc là, à un moment donné, ça va s'arrêter. Mais imaginez que j'ai lancé un nombre infini de points, je vais avoir qu'une structure fractale, en quelque sorte, qui est générée de façon très simple, juste par le fait que je n'autorise pas le fait d'avoir un zéro dans mon tirage. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, je peux évidemment répéter si besoin. Mais une fois qu'on a compris ça, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de structure fractale qui apparaît dans ce tirage-là à chaque fois. Donc, fractal, ça veut dire si je zoome dans certains rapports, je retrouve la même figure que ce que j'avais initialement. Voilà, on peut rigoler avec ce genre de choses. Hein. Si on a compris ce qui se passe quand j'enlèverais la boule 0, je peux enlever la boule 1. Alors, ça, c'est pas très surprenant. Alors, je sais pas si vous voyez ce qui se passe si j'enlève la boule 1 et je remets la boule 0. Là, le trou, il va être décalé, évidemment. 5000. Voilà. Donc là, c'est pas le problème d'avoir 0,0 quelque chose, c'est d'avoir le problème de 0,1 quelque chose. Donc c'est exactement la même figure, sauf que vous avez décalé le problème. Bon, etc. On peut continuer à l'envie comme ça. Alors qu'est-ce que j'avais fait? Oui, j'avais fait des petits essais comme ça en préparant cet exposé. Vous autorisez juste à avoir que les boules 0 et 9. Là, vous avez deux boules. Proba 1 bis c'est 0 et proba 1 bis c'est 9. Alors là, évidemment, je pense que vous imaginez, mais voilà. Alors, c'est ça, c'est ça. Alors, on a l'impression qu'il y a très peu de points. Vous voyez, c'est le petit paquet ici, le petit paquet là, le petit paquet ici et le petit paquet là. On a l'impression qu'il y a très très peu de points. Si vous demandez à quelqu'un, encore une fois, de lire cette image, et il voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, peut-être un truc comme ça. Mais là, en fait, c'est une structure fractale, c'est-à-dire que là, j'ai un paquet de 2 points, mais si je zoome sur ce paquet de 2 points, c'est lui-même un paquet de 2 points, qui est lui-même un paquet de 2 points, qui est lui-même un paquet de 2 points, etc., etc. Pourquoi à chaque fois j'ai des paquets de 2 points? Parce que je suis en train de faire des tirages aléatoires parmi les nombres décimaux qui s'écrivent avec que des 0 et des 9. Donc, façon de faire ça, du coup, j'ai en correspondance à chaque fois 2 points, puisque j'ai le droit de faire soit 2 possibilités, 0 ou 9 à chaque fois. Voilà, ok, bon, très bien, c'est rigolo. Alors ça, c'est juste pour vous montrer que j'ai fait plein d'expériences que je pourrais qualifier de au hasard, mais juste en changeant les règles du jeu, j'ai des représentations géométriques qui changent, macroscopiques, qui changent du tout. D'accord? Donc, le fait de dire au hasard dans un énoncé mathématique, ça n'a pas grand sens, en fait. Voilà, ok. Ça, c'est juste une coordonnée, juste x. Alors, ce qui est plus rigolo, je reviens au jeu de fléchettes initial. Je lance deux coordonnées x et y. Okay, faisons ça. Comme ça, c'est pas compliqué. Lancer 2 coordonnées, c'est se donner 2 urnes. Une urne qui correspond au choix de x et une autre urne qui correspond au choix de y. C'est ce que je fais ici. Donc, je ne sais pas si encore une fois vous voyez ce que j'ai écrit. Donc là, j'ai la urne correspondant pour les x, une urne correspondant pour les y, et puis je fais exactement la même expérience, mais cette fois-ci en double, c'est-à-dire un choix de x et un choix de y. Alors là, j'ai mis toutes les boules tant qu'à faire pour voir ce qui se passe. Alors avec lui directement, alors peut-être je peux commencer doucement, avec 10, voilà, très bien. Voilà ce qui se passe. Donc là, j'ai choisi ce qui dit lancer de fléchettes, qui sont uniformément réparties sur le carré, d'accord, hein, donc très bien. Et encore une fois, c'est quelque chose d'aléatoire, puisque si je recommence mon expérience, les points bougent, d'accord. Ça n'empêche pas que macroscopiquement, si je lance un nombre très grand de fléchettes, je vais avoir quelque chose qui ne dépend plus de l'aléa. Encore une fois, l'histoire de loi des grands nombres. Donc si je lance cette fois-ci 8 fléchettes, qu'est-ce qui se passe? J'ai ça. Et puis là, c'est peut-être pas tellement spectaculaire. Faisons ce que je peux lancer. Ouais, il va y arriver. Voilà, etc., etc. Et vous imaginez ce qui
qui se passe, c'est que si vous imaginez que vous lancez un nombre infini de bah, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez juste avoir un écran tout bleu. Ok. Alors, évidemment, c'est pas possible de lancer un nombre infini de fléchettes, mais une expérience de pensée mathématique permettant de l'imaginer, et ça, c'est possible. Du coup, si je lance une infinité de fléchettes, je vais avoir un écran tout bleu. Ok, très bien. Ok. Alors, on peut encore une fois changer les règles du jeu. Alors ça, c'est pour faire plaisir à François. Alors, avant de changer les règles du jeu sur le carré, je reviens à la ligne. Juste une coordonnée. Ouais, ok. Je fais la chose suivante. Là, en fait, mon expérience, je l'ai faite en base 10. Donc, j'ai représenté un nombre décimal, comme on a l'habitude de le représenter, en 0,1, 2, 3, et puis chaque décimale, c'est... j'ai le choix entre 0 et 9. Ok. Ce que je vous propose de faire, c'est de compter en base 3. Alors, compter en base 3. Alors, ça veut dire quoi, compter en base 3? Alors, ça, peut-être que je peux revenir à mon... Pardon, excusez-moi, je vais pas y arriver. Je peux revenir à mon petit cahier, là. Ça veut dire quoi, compter en base 3? Alors, qu'est-ce qui se passe si je dis qu'un nombre x, c'est 0,1, 2, 7, 9, etc. Là en base 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est 1 dixième, plus 2 centièmes, plus 7 millièmes, plus, etc., 10 puissance 4, etc., etc. D'accord? Autrement dit, je représente mon nombre en tant que multiple de 10 puissance moins quelque chose. Donc 0,1, 0,01, etc. Compter en base 3, c'est faire la même chose, sauf que c'est pas regarder les multiples de 10, c'est de regarder les multiples de 3. Donc une représentation d'un nombre en base 3, c'est quoi? C'est un certain chiffre sur 3, plus un autre chiffre sur 3 au carré, plus un autre chiffre sur 3 au cube, plus, etc., etc. Donc au lieu de prendre des puissances de 10, je prends des puissances de 3. Alors là, la question, c'est autant pour le compter en base 10, quel nombre je pouvais utiliser, quel décimal je pouvais utiliser, je pouvais utiliser tous les décimales de 0 jusqu'à 9. Donc j'avais 10 possibilités. Là, les nombres que je peux utiliser quand on compte en base 3, il n'y en a que 3. C'est 0, 1, 2. Que si je mets 3, en fait, ça revient à changer à déplacer la virgule. D'accord? Donc là, voilà, admettons sur cette représentation-là, mais c'est pas plus compliqué, c'est sans doute pas très habituel de faire ce genre de choses, mais c'est une fois qu'on a compris le développement en base 10 d'un nombre, on comprend à peu près bien le développement en base 3 d'un nombre. Donc là, ce que je vous propose, c'est de compter en base 3. Donc là, c'est tout simple, c'est pareil, hein, cette fois-ci, c'est même encore plus simple, je dirais, c'est au lieu d'avoir 9 bouts, j'en ai que 3. 0, 0, 1, 2. Puis je fais pareil, je tire à chaque fois une boule dans la ceinture de façon uniforme et j'associe à chaque fois le numéro de la décimale, mais cette fois-ci en base 3. Alors je l'ai fait, d'ailleurs c'est pareil, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il est? Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là j'ai fait les boules du... Ah ok. Alors, on est d'accord que si je prends toutes les boules 0, 1, 2, en fait, on va avoir le même résultat que toutes les boules de 0 jusqu'à 9 en base 10. C'est la même chose. Donc, si je fais toutes les boules de 0 jusqu'à 9, j'ai exactement le même truc. C'est logique, hein, je prends toutes les décimales possibles, du coup, j'ai a priori, tous les nombres possibles entre 0 et 1. Très bien. Alors, ce qui est plus rigolo, c'est de prendre 0, d'enlever le 1. Si j'enlève le 1, j'ai uniquement que les nombres qui s'écrivent en base 3, avec des nombres de 0 ou 2. Alors, François me dit, je le vois venir dans le carré connu, je ne sais pas pourquoi tu dis ce genre de choses. Alors voilà, donc 0, 2, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Alors ça ressemble beaucoup au 0,9 de tout à l'heure en base 10, hein, d'accord? Alors pourquoi est-ce que je l'ai mis celui-là? Parce qu'en fait, il a l'air anodin comme ça, cet ensemble-là, cet ensemble de points.
En fait, il a un nom, ce truc-là. On appelle ça l'ensemble de Cantor. Alors, comment est-ce qu'on le construit? Là, vous voyez, je vous ai proposé de façon probabiliste de le construire. Mais en fait, il y a une façon aussi algorithmique de le construire. C'est simplement, vous prenez le segment 0,1 et puis vous le coupez en 3. Donc là, vous voyez, là c'est un tiers, là c'est 2 tiers. D'accord? Donc, un premier segment, un deuxième segment, un troisième segment. Et puis, à chaque fois que vous avez coupé un segment en 3, vous enlevez le milieu, vous enlevez celui-ci. Et du coup, vous n'avez que 2 segments, celui-ci et celui-là. Et puis vous recommencez. Donc à partir du moment où vous avez ce segment-là, vous le coupez en 3, vous enlevez le milieu, donc là c'est pour ça qu'il y a un trou ici, etc. Après vous avez ce segment-là, vous enlevez le milieu, etc. et ça jusqu'à l'infini. Donc ça c'est l'ensemble de ce qu'on appelle l'ensemble de Cantor. Alors il a tout à fait des propriétés sympathiques voilà. C'est un exercice qu'on peut proposer à des étudiants d'université d'étudier cet ensemble-là, c'est tout à fait rigolo. Alors, il a aussi des propriétés fractales, dans le sens où, comme il est construit de façon algorithmique de la même façon, si je zoome sur un truc, vous voyez qu'il y a la même structure qui se répète à chaque fois. Ok, donc ça c'est pour une ligne. Alors, François me dit qu'il va vous dire un carré connu. Bah oui, d'accord, très bien. Qu'est-ce qui se passe si je le fais maintenant pour les deux coordonnées? Donc je fais la même chose en X et en Y et je fais la même chose de façon indépendante en X et en Y. Alors voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Alors je peux peut-être augmenter les méthodes de points pour avoir un peu plus de trucs. Ok. Voilà ce qu'on observe. Alors ça, du coup, on appelle ça le carré de Cantor, parce que du coup, c'est faire la même chose sur les 2 coordonnées. Ok, bon, c'est pas tellement. Bon, voilà, il y a des choses rigolotes qu'on peut faire. Encore une fois, c'est encore l'illustration d'une expérience aléatoire qu'on peut qualifier donc de au hasard, mais qui a un résultat très différent du nuage de points qu'on avait vu tout à l'heure. Alors, peut-être que ce n'était pas le carré ce que tu espérais, François, je ne sais pas. Le problème est le suivant, c'est que. Alors, on va venir au carré que tu imagines. Le truc ici, c'est quoi? C'est que, en fait, on avait 2 urnes. On avait l'urne qui correspondait au tirage de X, l'urne qui correspondait au tirage de Y. Mais en fait, dans cette expérience-là, les 2 urnes le tirage dans les 2 urnes est indépendant. Quand je tire une boule dans l'urne de X, je me fiche éperdument de ce qui se passe dans le tirage de la boule Y. Donc on dit que le gage probabiliste, on dit que le tirage des 2 urnes est indépendant. D'accord? On peut écrire ça mathématiquement, c'est pas l'objet ici. Et voilà, vous comprenez ce que ça signifie, c'est que vous mettez un rideau noir entre les 2 urnes et chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Mais ça, c'est un tirage parmi d'autres. On peut faire d'autres choses. On peut en particulier faire en sorte que les 2 urnes se parlent. C'est-à-dire que je peux, par exemple, fixer des règles qui disent que, à partir du moment où j'ai tiré quelque chose dans l'urne de X, je fais, en fonction de ce tirage-là, je fais quelque chose de tout à fait identique, par exemple, dans l'urne Y. Alors ça, on peut le faire, ça. Donc je fais toujours pareil, alors je vais enlever la boule 1 tant qu'à faire. Et cette fois-ci, qu'est-ce que je dis? Je dis que la règle ici, c'est qu'à partir du moment où j'ai tiré une boule dans l'urne de X, je fais exactement la même chose dans l'urne de Y. Voilà, on comprend bien ce qui va se passer, c'est que là, c'est sur la diagonale, évidemment. Pourquoi? Parce que par définition, X est égal à Y, puisque j'ai dit que à partir du moment où je tirais un numéro 1 dans la l'urne de X, je tire la même chose dans l'urne de Y. Bon, voilà, donc ça change pas grand-chose, c'est juste un ensemble de Cantor qu'on a juste décalé sur la diagonale. Bon, on peut fixer des règles un peu plus subtiles en faisant la chose suivante. En fait, de quoi s'agit-il? Je reviens à mon histoire de Kernel. De quoi s'agit-il? En fait, pour une façon très générique de fixer les règles du jeu,
c'est là j'ai trois possibilités. On est d'accord que j'ai trois possibilités pour la coordonnée X, et puis j'ai aussi trois possibilités pour la coordonnée Y. X, c'est soit 0, 1 ou 2, et Y, c'est soit 0, 1 ou 2. Donc, en fait, pour définir ma règle du jeu, en fait, j'ai juste besoin de dire quelle est la probabilité d'avoir 0, 0, la probabilité d'avoir 0, 1, la probabilité d'avoir 0, 2. Donc ça correspond au tirage de dire que les 2 0, en fait, pardon, c'est dans le sens que c'est pas grave. Ça correspond à l'événement qui consiste à tirer le numéro 2 dans la l'urne de X et le numéro 0 dans l'urne de Y. D'accord ? Et puis, etc., etc. Je dois aussi être capable de calculer la probabilité de tirer 1 dans l'urne, pardon, je ne vais pas y arriver, 0 dans l'urne de X et 1 dans l'urne de Y, 1, 1, 1, 2, non, je ne vais toujours pas y arriver, 2, 1, pardon, 0, 2, 0, 1, 2 et 2. D'accord ? Donc en fait, définir la règle du jeu pour le carré, c'est juste se donner une probabilité sur d'œuf. J'ai 9 possibilités, donc il faut juste me donner n'importe quelle suite de nombres, de 9 nombres, dont la somme vaut 1 ou positif. D'accord ? En fait, ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est juste associer un neuvième partout. Et là, dans ce cas-là, je remplissais tout le carré de façon uniforme. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire quelque chose de plus rigolo que ça, c'est de faire, alors je pense que, voilà, c'est d'enlever la case du milieu. Autrement dit, encore une fois, j'ai une urne avec 9 boules, ben, j'en enlève une. Et je fais, du coup, un huitième pour les autres. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où je prends le numéro 1 dans l'urne de X, je n'ai plus le droit de prendre le numéro 1 dans l'urne de Y. Et inversement. C'est ça que ça veut dire. Bon, là, je pense que vous avez compris ce qui va se passer. Alors, je fais directement pour le diviser le truc. Voilà ce qui se passe. Où est-ce qu'il est parti ? Il est parti là. Donc ça m'appelle du pied pour l'exposé de François. Donc, alors ça, c'est... Je suis entièrement d'accord avec toi. Je peux dire un petit mot ? Oui, vas-y. Ça va justement être très bien d'avoir eu toutes ces explications avant. Ça va me permettre de bien expliquer demain. On fera des petits chats, des lapins, des choses comme ça. On va faire des carrés 5 minutes. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le tapis de Sierpinski. Alors, je peux peut-être faire un peu plus quand même, en tant qu'à faire c'est possible, ça. On va aller dans c'est bon. Donc, c'est les propriétés rigolotes. C'est à chaque fois, en fait, j'ai enlevé le milieu. Donc, j'ai pas le droit à 1, 1. Du coup, j'ai des fractales là-dessus. Ok. Il me reste un quart d'heure, c'est ça, un truc comme ça. Ok, alors, bon. Oui, bon, on va pas plus. Ok. C'est bien joli, hein, ce truc-là, c'est juste des choses rigolotes pour. Mais disons que, alors, premièrement, cette histoire de tapis de Sierpinski, là, c'est l'objet rigolo en mathématiques. C'est sans doute pas la meilleure façon de le simuler. Dans le sens où il y a une façon algorithmique très simple de le simuler, c'est que vous prenez le carré initial, vous le divisez en 9, et puis vous enlevez le carré du milieu, puis à chaque fois que vous avez un carré, vous faites la même chose de façon itérative. Et le seul fait de faire ça, ça converge beaucoup plus vite que juste faire cette méthode aléatoire-là. Bref, ok, ça c'est une façon d'illustrer la façon dont on pouvait générer des nombres aléatoirement sur une cible. La question, c'est à quoi ça sert ? Alors, ce que j'ai illustré ici, c'était l'histoire de loi d'Aéronaux. Il y a de multiples applications de ce genre de choses. Alors, il y a une application bien connue qui est ce qu'on appelle les méthodes de Monte-Carlo. Alors, c'est quoi ces méthodes de Monte-Carlo ? C'est des histoires d'estimation d'air. Alors, je reviens encore à l'histoire de... Je suis désolé, je jongle avec mon carnet. Vous avez décidé une aire bizarroïde, comme ça. Et la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous pouvez me calculer l'aire de délimité par cette courbe un peu bizarre.
Alors, vous sortez vos résultats de géométrie et vous dites, bon, bah, c'est pas un cercle, c'est pas un truc que je connais, c'est pas un carré, c'est pas aussi bon du tout. Ça va être compliqué de calculer les larges. Je pourrais approcher ça en disant, bon, bah, j'ai un quadrillage sur mon cahier, là, je peux au moins compter le nombre de petits carrés que j'ai à l'intérieur. Là où les choses se compliquent, c'est les carrés qui se chevauchent, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour eux? Bon, c'est pas grave, je pourrais au moins avoir une estimation, une majoration et une minoration de l'air en disant que là, je compte tous les petits carrés qui sont strictement à l'intérieur, ça c'est facile, puis je compte tous les petits carrés qui recouvrent strictement cette courbe, et ça me donne une estimation, une majoration et une minoration de l'air. Et puis, si vous avez compris ça, bah, vous dites que cette fois-ci, vous prenez des carrés plus petits, et vous refaites le même principe, et si vous faites tendre la taille des carrés vers 0, ben en fait, vous allez converger vers l'air. Ça, c'est une possibilité. Alors, une façon plus rigolote, c'est d'utiliser justement cette histoire de fléchette. L'idée, c'est quoi? C'est que vous mettez cette courbe un peu bizarre à l'intérieur d'un carré. C'est toujours possible, courbe bordée, je peux le faire, d'accord? Et vous lancez des fléchettes. Uniformément sur le carré. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a certaines fléchettes qui vont tomber dans le carré, et puis il y en a d'autres qui vont tomber à l'extérieur. Et l'idée, c'est quoi? C'est que si vous faites ça un très grand nombre de fois, vous allez avoir un certain nombre de fléchettes qui vont tomber dans le carré, un certain nombre de fléchettes qui vont tomber à l'extérieur. Et comme on a dit que quand je lance un très grand nombre de fléchettes, ça a tendance à recouvrir tout le carré de façon uniforme. Et ben, l'idée, c'est quoi? C'est simplement de compter le nombre de fléchettes qui sont tombées à l'intérieur, de diviser par le nombre total de fléchettes, et ça va vous donner une estimation de l'air de la courbe. Ça, c'est encore un argument de Bois-des-Grands qui est tout à fait utilisé dans la vraie vie. C'est pas juste pour faire plaisir. Il y a tout à fait des applications où, par exemple, vous avez des aires un peu irrégulières, pour lesquelles les méthodes usuelles de calcul d'air ou de volume en particulier ne fonctionnent pas très bien, et du coup, des méthodes de Monte-Carlo, ça marche plutôt pas mal de ce genre de choses. Et du coup, alors, c'est une application très simple, c'est un grand classique de ce genre de choses, c'est estimer pi, par exemple. Alors, estimer pi, c'est quoi? C'est juste calculer. Vous prenez vous prenez le quart de cercle. Le quart de cercle de côté 1. Alors, son aire, c'est pi sur 4. D'accord? L'aire du cercle total, c'est pi r carré et r vaut 1, donc c'est pi. Et du coup, quand vous avez un quart de cercle, c'est pi sur 4. Bon, bah, du coup, si vous appliquez cette méthode, vous avez plein de points, etc., puis vous avez des points qui tombent à l'extérieur, vous avez comme ça une méthode pour estimer l'air qui est pi sur 4, du coup, vous avez une méthode pour estimer pi. Alors, c'est pas la méthode la plus efficace au monde, mais c'est rigolo. Alors, en faisant ça, voilà. Donc, ça, ce que vous voyez là, c'est le quart de cercle. En bleu, c'est les points qui sont tombés à l'intérieur, et en rouge, c'est les points qui sont tombés à l'extérieur. Ok, et vous comptez, par exercice, comptez le nombre de points qui sont tombés à l'intérieur par rapport, et vous divisez par le nombre total de points. Alors évidemment, l'ordinateur le fait pour vous, donc c'est, voilà. Alors que je multiplie par 4 parce que moi je vais estimer pi, d'accord? Donc le résultat ici, qu'on voit ici, là, 3,11. On dit que c'est pas terrible, ça ressemble à pi, mais c'est pas non plus gigantesque, surtout qu'on a pris 5000 points, donc c'est pas une méthode très précise pour estimer pi, mais ça illustre bien le phénomène. Je montre le nombre de points. Qu'est-ce que j'obtiens? Je passe ça. 3,14, déjà c'est pas mal, etc. D'accord? Donc ça, il y a un théorème derrière qui vous dit que, quel que soit l'aléa que vous lancez, si vous attendez suffisamment longtemps, vous allez avoir autant de décimales que vous voulez de vraies décimales exactes de pi que vous voulez. Donc, encore une fois, c'est pas tout à fait précis. Il y a d'autres méthodes beaucoup plus rapides pour estimer pi. Donc ça, voilà, ça c'est une méthode tout à fait actuelle qui sert à estimer des aires, des volumes, des trucs un peu compliqués, dans des cas où
estimations usuelles, les méthodes usuelles ne sont pas tout à fait efficaces. Alors, ok, ça c'est une première chose. Deuxième chose qui est un peu plus rigolote, c'est je reviens au carré là. Donc je refais ma simulation. Donc là c'est juste, voilà, c'est cette simulation. Alors, je vais remettre un peu plus de points, donc je pense que dans parallèle, si je vais dans 0 en plus, voilà. Il ira pas. Non, il ira pas. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai lancé 100 000 points, c'est ça, 100 000 points dans. Ok, alors la question c'est, là, visiblement, ce que j'observe, c'est juste un carré tout bleu. Alors, du point de vue probabiliste, c'est pas très intéressant. J'ai un point carré tout bleu, voilà, j'ai juste pas grand-chose à vous dire. Une fois qu'on a compris cette histoire de loi des grands nombres, là, tous les points se répartissent uniformément sur le carré. Il y a une question plus intéressante qui consiste à dire, si un observateur extérieur voit cette chose-là, il constate que c'est un carré tout bleu. Super. Mais ça n'explique pas à l'observateur extérieur comment ce carré tout bleu a été fabriqué. On dit, si juste l'observateur extérieur voit juste ce carré bleu, il ne sait pas, a priori, comment ont été générés les points qui ont permis d'avoir ce carré tout bleu. En fait, le boulot du probabiliste, c'est de dire, ok, je suis capable de vous expliquer comment, a posteriori, comment les points ont été générés. Et alors, comment est-ce qu'on fait ça? L'histoire, le principe, c'est un changement d'échelle. C'est-à-dire que je vais zoomer. Je vais zoomer sur une petite partie de ce carré tout bleu. Ok, très bien. Alors, évidemment, je ne vais pas zoomer, vous voyez, je zoome là. Alors, plus je zoome, moi, je vais avoir 2 points, bien sûr. Les points s'éclaircissent, ok, très bien. Alors, je ne vais pas non plus zoomer jusqu'à l'infini, parce que si je zoome jusqu'à l'infini, je vais voir plus rien du tout et ce n'est pas très intéressant. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de zoomer ni trop fort, ni pas assez. Donc là, il y a un théorème derrière que je n'ai pas envie de vous écrire, mais l'idée, c'est que, voilà, l'idée, c'est de s'arrêter là. Donc il y a une façon générique de zoomer, que je ne vais pas vous expliquer, mais qui est de dire que si je m'arrête à un certain instant, bien choisi, j'observe quelque chose, j'observe aussi un processus ponctuel, un ensemble de points aléatoirement disposés dans l'espace, qui a un caractère universel. Alors ce caractère universel, je ne sais pas si je peux vraiment vous l'expliquer en détail, mais c'est juste dire que, imaginez par exemple que vous êtes en hélicoptère et que vous survolez une forêt. Si vous êtes très haut au-dessus de la forêt, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez juste une étendue verte qui correspond à toutes l'accumulation de feuilles ou d'arbres dans la forêt. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis maintenant, vous descendez en rectitude, vous vous posez dans la forêt. Et ce que vous voyez, c'est vous voyez beaucoup moins d'arbres. Donc en fait, ce que vous voyez, c'est juste quelques arbres qui sont dispersés dans votre forêt. Et le caractère universel de cette façon de zoomer, c'est de dire que quelle que soit la forêt, quelle que soit la façon dont cette forêt a été générée, le fait de zoomer ici va vous donner en fait le même type d'image. Donc en loi, alors ça ne va pas être toujours la même chose, mais la loi de cette accumulation de points va toujours être la même. Ça, ces principes d'universalité, c'est quelque chose qu'on fait souvent en probabilité. On essaie de capturer des règles génériques qui sont vraies, quelle que soit la façon dont quelque chose a été généré. Et alors ça, c'est tellement important, c'est qu'en fait, on lui a donné un nom à ce processus-là. C'est ça le processus de Poisson. Alors, Poisson, ça n'a rien à voir avec l'animal. Alors si, plutôt aussi, ça va avoir l'animal suivant, c'est-à-dire que c'est dû à, est-ce que je l'ai mis? Non, je l'ai mis là. Là, c'est lui. Donc, c'est lui Poisson. Alors, c'est pas lui qui a inventé le processus de Poisson, mais il a juste donné son nom à une loi, ce qu'on appelle la loi de Poisson, qui est une loi célèbre pour probabilité. Je ne suis pas forcément le temps de vous l'expliquer, mais c'est pas grave. Mais disons que vis-à-vis de cet ensemble-là, il y a caché là-dedans une loi de Poisson. Du coup, on a appelé ça la loi de Poisson. Ok. Alors la question, c'est une fois qu'on a trouvé cet objet universel qui est très sympathique, on peut en dire plein de choses sur cet objet-là. Je ne vais pas le temps de vous parler, mais c'est pas grave.
L'idée, c'est que cet objet universel, il peut servir d'outil de base à plein de modélisations et plein de modèles pour plein de choses, plein d'applications. Alors, je vais juste vous en citer quelques-unes. Donc, on peut la générer. Je sais générer un processus de poisson. C'est comme, voilà, il y a des théorèmes qui vous le disent. C'est juste lancer de façon aléatoire, avec une certaine règle précise dans le plan des points, comme ça. Et puis, à partir de ces points, on peut créer plein de choses. Alors, je vais juste vous citer quelques applications de ça. Alors, de quoi je parlais, de pas ça. C'est celui-là. Non, c'est pas grave. Pourquoi je ne l'ai pas retrouvé? Oui. Ok, je vais le refaire ici. L'idée, c'est quoi? Ça a une application en... Voilà, c'est cette chose-là. Qu'est-ce que c'est cette image? Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien ici. Sur cette image-là, il y a des points rouges. Alors, les points rouges, c'est exactement les points de votre processus de poisson. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait sur ces points-là? On a mis un cercle, un disque. Donc, en fait, l'idée ici, c'est l'application générique, c'est les télécommunications. Donc, les points rouges, c'est les antennes de téléphone, si vous voulez. Et le cercle bleu, là autour, le disque bleu, c'est l'aire d'influence de l'antenne. Si vous êtes proche de l'antenne, le signal passe. Si vous êtes en dehors du cercle, du disque d'influence de cette antenne, vous n'avez pas le téléphone. D'accord? Et alors ça, il y a une question générique qui concerne tous les opérateurs téléphoniques, c'est où faut-il mettre des antennes dans Paris, par exemple, pour avoir un réseau optimisé, c'est-à-dire un réseau pour lequel, quelles que soient deux personnes dans Paris, elles peuvent se parler au téléphone. Alors, évidemment, il n'y a pas de nécessité pour que les deux personnes soient à l'intérieur du même disque. Évidemment, si les deux personnes sont à l'intérieur du même disque, elles interagissent avec la même antenne et du coup, les deux personnes se parlent. Ça, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, les antennes elles-mêmes se parlent entre elles. Donc, en fait, l'idée, la seule chose dont vous avez besoin, c'est qu'une personne se trouve dans un disque, très bien. Une autre personne se trouve dans un autre disque plus loin, mais que vous ayez ce qu'on appelle un chemin connexe qui relie les disques. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, là, j'ai un chemin connexe qui relie tous ces disques-là. Donc je peux aller là, ça touche, donc je peux continuer, etc., etc. Vous voyez, une personne qui se trouve ici, une personne qui se trouve là, et elles peuvent se parler au téléphone. Et ça, c'est de façon générique, on appelle ça des problèmes de percolation. Percolation, c'est quoi? C'est de dire que, vous voyez, imaginez que ces taches bleues, c'est du liquide. Vous avez un papier buvard, et vous mettez des gouttes de liquide sur ce papier buvard, et vous avez sans doute fait cette expérience-là, le liquide a tendance à s'étaler sur le papier buvard. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle la percolation, c'est-à-dire le fait de la propagation d'un liquide dans un milieu solide. D'accord? Et il y a plein de théorèmes probabilistes qui concernent cette histoire de percolation, c'est-à-dire est-ce qu'il existe des chemins connexes entre deux points que j'ai choisis aléatoirement. Ça, il y a plein de modèles, on appelle ça le random Boolean model. Il y a plein de gens, j'ai des collègues dans l'université qui travaillent sur ce genre de choses, donc c'est tout à fait des trucs d'actualité. Voilà une application très concrète de ce genre de choses. Alors, il y a une autre application rigolote, ça concerne aussi le processus de poisson, ce qu'on appelle les diagrammes de Voronoi. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok, alors peut-être que je peux vous donne exactement l'image et puis vous laissez la commenter ensemble. Voilà. Alors, la question, c'est, oui, donc, il y a encore des points noirs sur cette image-là, donc c'est... Est-ce que je peux te poser une question sur le truc d'avant? Oui. Là, tu nous as montré donc des diagrammes avec de la percolation. Et quel est le lien avec la répartition en quelque sorte universelle que tu nous as montré avant?
Il faut se fonder là-dessus pour poser les antennes, c'est ça? Disons que ce modèle de poisson là, c'est quelque chose qu'on sait très bien simuler, très bien générer, et puis surtout de quoi c'est un limite universel. C'est une limite universelle quand tu joues, du coup c'est un objet important parce que autant que limite universelle de ce genre de jeu. Mais en fait, surtout, ce qui est bien dans le processus de poisson, c'est que il y a un paramètre que je ne vous ai pas détaillé dans le processus de poisson qui te donne la densité de points que tu te donnes dans une fenêtre, dans un carré. Plus ce paramètre est important, plus le nombre d'antennes va être important. Et en fait, ce que les personnes peuvent faire dans ce genre de modèle-là, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les transitions de phase. C'est-à-dire que si la densité de points dans cette fenêtre est pas suffisamment grande, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il n'y a pas percolation. Alors, ça veut dire quoi, pas percolation? Ça veut dire que il y a des petits bouts qui percolent, il n'y a pas de problème, mais tu ne peux pas passer, tu n'as pas un chemin infini qui va du haut vers le bas. D'accord? Et par contre, si ta densité d'antenne est suffisamment grande, dépasse un seuil critique, là, tu vas avoir percolation. Alors, je ne pense pas que ça a des intérêts totalement immédiats pour les opérateurs téléphoniques. Je pense qu'il faut des grilles géométriques sur Paris, je pense qu'ils ne s'en mettent pas. Mais en tout cas, ça a des applications physiques, juste histoire de percolation comme ça. Et je peux vous montrer une autre image. Pas ça. Voilà, donc c'est là, je pense que c'est là, voilà, c'est ça. On a l'impression que c'est un vieux truc gris bizarre là. Ça a été aussi généré à l'aide de processus de poisson. En fait, il y a plein de petits points et sur chacun des petits points, j'ai mis une petite boule noire. Et vous voyez que là, en fait, pourquoi est-ce que c'est plus noir que là? C'est qu'en fait, il y a plein de points proches les uns des autres et du coup, l'accumulation des disques noirs fait que c'est plus foncé, quoi. Et ça, ce genre d'image-là, ça a des applications en médecine, par exemple. Pourquoi? Parce que vous faites une imagerie médicale, par exemple, de cellules osseuses, vous voyez ce genre de choses. Ou alors, vous voyez, si vous faites une mammographie, vous avez ce genre d'image comme ça. Et du coup, comprendre les propriétés géométriques de ce genre d'image, ça permet de distinguer, par exemple, entre une image qui correspond à une mammographie avec un problème et une image avec une mammographie où il n'y a pas de problème. Donc, par exemple, les problématiques qu'on a dans ce genre de choses, c'est est-ce qu'on peut détecter les lignes de niveau? C'est-à-dire, vous imaginez que le noir, c'est une altitude, plus c'est noir, plus c'est haut. Du coup, là, j'ai une montagne ici, là. Est-ce que je peux distinguer les contours de la montagne? Mais en fait, il y a des théorèmes pour ça, pour dire, je peux avoir des estimateurs du contour de cette montagne-là. Et ça a des applications médicales très concrètes, en fait. Voilà, il y a plein de gens qui font ce genre de trucs. Et alors, juste pour terminer sur vos renouilles, là, ça, c'est aussi des applications. Alors, je vais tout de suite vous donner des trucs. Donc, vous avez un nombre de points, d'accord, que vous avez aussi lancé dans l'espace. Et en fait, ces cellules-là, ce qu'on appelle les cellules de Voronoi, c'est quoi? C'est tout simple, en fait. Par exemple, si vous regardez le point de la cellule violette ici, avec le point de la cellule bleue, ces deux cellules sont délimitées par la droite. Et cette droite, c'est quoi? C'est juste la médiatrice des deux points. Concrètement, ça veut dire quoi? Médiatrice, ça veut dire que c'est l'ensemble des points qui sont à égale distance du point violet et du point bleu. Du coup, si je suis dans la zone violette, ça veut dire que je suis du certain côté de la médiatrice. Autrement dit, je suis plus proche du point violet que du point bleu. Et il fait pareil avec les autres. C'est-à-dire que là, le point orange, là, il y a aussi une médiatrice ici. Donc, si je suis de ce côté-là, je suis donc plus proche du point violet que du point orange, etc., etc. Donc en fait, c'est quoi la zone violette? C'est la zone du plan qui concerne l'ensemble des points dont le plus proche voisin, c'est le point violet. Et ça, vous pouvez aussi raisonner en termes soit de télécommunication, vers quel point je dois me rapprocher, quel point de l'antenne je dois me rapprocher pour avoir une distance plus courte. Et
juste, il y a aussi des problèmes de géométrie, de ce genre de choses. Il y a plein de figures naturelles dans la vallée qui ont ce type de cellules de neuronales. Donc, c'est aussi un intérêt purement géométrique de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on veut comprendre là-dedans? Quel est typiquement le volume, l'air d'une cellule? En quoi ça dépend du nombre de points que vous êtes donné, enfin, ce genre de truc. Voilà. Est-ce que j'avais raconté? J'avais d'autres simulations ou pas? Je suis pas sûr. Ouais, le poisson, enfin bref, ok. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à raconter. Là, s'il y a des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Merci Eric, en tout cas, c'était super. En tout cas, j'ai tout compris. Hein. Merci. Pas de problème. Et donc, si vous voulez voir plus de tapis de Sierpinski, c'est dimanche, non? C'est ça? Oui, tapis de Sierpinski, c'est dimanche. Mais demain, il y aura aussi on fabriquera de façon aléatoire des animaux. Donc, ça aura un rapport avec ce que tu as fait. Et on peut faire le tapis, on fera le tapis de Sierpinski demain aussi. Ok. Merci au public, peu nombreux et attentifs. J'espère que j'ai pas trop zappé entre le plein d'écran et le. J'espère que c'était pas trop dur, Marc. Même avec le petit écran, on voyait. Hein. Okay. Bon, bah. Encore merci Eric. Et puis nous, on se revoit. Moi, je on va filer un coup de main. C'est. Je crois. Samedi, je crois que tu m'as dit. Hein. C'est ça? Non, c'est pas ça. Dimanche, 16h, un truc comme ça, si j'ai bien compris. Quand? C'est dimanche, hein, dimanche, tu m'as dit, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est ça, d'accord. Ce sera donc promenade de la fractante. Oui. Ok. Ok, bah à bientôt alors. Ben oui. Tu sais, le cube de Menger, ta méthode, elle marche exactement pour le cube de Menger. C'est-à-dire que quand tu as deux des coordonnées sur 3 qui ont un chiffre 1 en base 3, voilà, tu les enlèves. Voilà. Plus on augmente la dimension, plus la méthode Monte Carlo est efficace en fait. Oui, alors tu peux généraliser la notion du cube, de hypercube de ce genre-là, et calculer les dimensions. Ouais. Ok. Bon, ben, je crois qu'il n'y a plus que. Non, il y a encore Ondine qui est là. Donc, c'est celui-là tout à l'heure administré. Merci Ondine d'avoir assisté aux 2 conférences d'aujourd'hui. Et puis, bonne continuation sur le salon. Hein? Et puis, merci à tout le monde. À bientôt. De quoi dimanche? Merci, à bientôt. Salut. Salut. Salut.